Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien. On a entamé le bilan de l'année 2024 sur cette chaîne. On le poursuit avec aujourd'hui les 10 essais que j'ai préférés et que j'ai lus en 2024. Alors, je le redis comme l'année dernière, ça ne veut pas dire qu'ils sont sortis en 2024. Évidemment, l'année dernière, vous vous souvenez, il y avait les Pensées de Pascal. Ils n'étaient évidemment pas sortis dans l'année 2023. Donc là, c'est bien les livres, les essais, en tout cas la non-fiction que j'ai lus en 2024. J'essaye de mettre vraiment autant que faire se peut des essais, même si c'est difficile de définir déjà le mot essai. Mais par exemple, en non-fiction, il y avait les Promenades dans Rome de Stendhal, mais c'était quand même compliqué de le mettre dans cette catégorie. De même que Hôtel Romain, que j'ai lu également et que j'ai beaucoup aimé de Pierre Adrien, mais c'est ni un essai ni un roman, donc hélas, je les cite là. Ce sont deux ouvrages que j'ai lus en 2024 que j'ai adorés, mais ils ne seront dans aucun classement. Alors, ceux qui sont sur le Discord, vous le savez, on est à la fin de la première semaine de la lecture commune de la recherche du temps perdu. J'avais prévu, aujourd'hui, je l'avais tourné, de vous lire les 40 pages qu'on avait prévu de lire ensemble cette semaine, avec quelques commentaires, quelques explications de texte, etc. La vidéo durait à peu près 1h10 même je crois, et puis j'ai fait une sorte d'accident bête, c'est l'accident bête, la vidéo a été supprimée de mon téléphone. Mais par ma faute, complètement. Là, j'assume totalement l'entière responsabilité de cet échec. Donc vous n'aurez pas, ce soir, malheureusement, cette vidéo. Alors peut-être que vous l'aurez dans la semaine si je la retourne. Ça va être compliqué, c'est un peu long. Ou alors, si je la retrouve. Et ça serait plus simple, je vous avoue. Par contre, je vais quand même vous dire, pour ceux qui sont sur YouTube et ceux qui ne sont pas sur le Discord, où est-ce que j'avais décidé de vous dire qu'on s'arrêtait pour la semaine prochaine. Donc c'était page 140, parce que première semaine un peu plus souple, parce qu'il n'y avait pas 7 jours totaux dans le mois de janvier de cette première semaine. Mais là, on va vraiment lire 50 pages, pardon. On avait lu 40 pages pour la première semaine. Et donc, j'avais décidé qu'on s'arrêtait là à la couleur de la vigne vierge, page 140 aux éditions Livre de Poche. Donc je vous mettrai la photo pour ceux qui sont sur le Discord. Pour ceux qui sont sur YouTube, moi j'utilise cette collection, Livre de Poche, et on est page 140 avec, vous voyez, là, hop, je vous mets juste pour ceux qui veulent peut-être faire une capture d'écran et voir où est-ce qu'on s'arrête pour dimanche prochain. Donc je suis désolé pour cette vidéo. Alors si je la refais pas en intégralité, peut-être que je vous relirai les meilleurs passages et puis que je vous expliquerai un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans cette première semaine. Mais vraiment, ce que je vais essayer de faire, c'est la retrouver. Ça serait le plus simple et le mieux pour tous. J'avais décidé comme ça de vous lire parfois, de temps en temps, des pages de cette recherche du temps perdu, mais vous voyez à quel point je ne peux pas m'engager à tout vous lire parce qu'il y a des semaines où je ne pourrais pas, et il y a même parfois des accidents techniques qui font que s'il y a un trou dans la raquette, ça gâche tout. Donc je ne pourrais pas tout vous lire, mais de temps en temps, oui. Bon bref, ça c'était vraiment une longue parenthèse avant qu'on aborde le cœur de cette vidéo, qui sont donc les essais. Les 10 essais que j'ai préférés en cette année 2024. J'en ai lu beaucoup des essais, j'en avais compté à peu près entre 30 et 40, donc j'ai dû faire une sélection vraiment ardue, ça n'a pas été facile pour certains de les écarter, mais j'en ai sélectionné 10, et le 10e, c'est le 14 juillet de Mirabeau de Loris Chavanette. J'avais beaucoup aimé sa biographie croisée de Danton et de Robespierre. J'ai également vraiment adoré cet ouvrage, donc le 14 juillet de Mirabeau, qui raconte donc toute la jeunesse de Mirabeau, ensuite son décès. Alors, pourquoi 10e et pas au-dessus? Peut-être parce que je m'attendais à encore mieux au regard de son premier livre, qui était Danton et Robespierre, même si, là encore une fois, c'est un très très bon livre et qui explique bien, notamment au regard de la jeunesse de Mirabeau. Et puis peut-être pour le côté, toutes les affaires qu'on connaît sur Mirabeau, j'aurais peut-être préféré qu'on rentre un peu plus dans les détails de ces affaires, de ce qui lui est reproché par les révolutionnaires. Là, je trouve que ça va un peu vite sur cette partie-là. Bon, quoi qu'il en soit, si vous êtes intéressé par la Révolution et par ce personnage, je vous le conseille, il est quand même 10e, il est quand même dans les 10 préférés. Mais voilà, il me manquait peut-être un petit quelque chose en plus par rapport à son ouvrage sur Danton et Robespierre pour le classer plus haut dans ces 10 essais de l'année 2024 que j'ai aimé. Numéro 9. Numéro 9, c'est la biographie de Simone Veil par Lorraine Vernet. Que j'ai accueilli également sur mon podcast en interview, vous pouvez aller retrouver l'art des livres. Loris Chavanette aussi, il était venu pour parler de son essai sur Mirabeau sur mon podcast. Alors, ça raconte tout simplement la biographie de Simone Veil. Alors, là aussi, c'est une très belle biographie, parce que sinon elle ne serait pas dans les 10. Pourquoi 9e? Qu'est-ce qui a manqué peut-être pour être un peu mieux classé? Je ne sais pas, après c'est une question, vous savez, très, très subjective, d'avis, de regard sur un livre. Peut-être qu'il m'a manqué
si j'y réfléchis, et je lui avais posé la question, je me souviens, enfin on en avait échangé, je crois, sur quel est le regard qu'elle avait sur les grands sujets de société, les grandes questions contemporaines, déjà à son époque, puis plus tard, et peut-être faire une sorte de prospective sur elle, quel aurait été son regard sur les questions d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qu'elle dit, c'était très intéressant, c'est plutôt bien écrit et très intéressant, mais c'était des informations, vous voyez, qu'on avait quand même déjà dans l'autobiographie de Simone Veil, et dans d'autres documents. Là, peut-être que j'aurais préféré qu'elle aille encore plus loin, notamment sur les questions de société et sur la Simone Veil, ses opinions. En fait, à part le fait que c'était une Européenne convaincue pour la paix, oui, mais en rentrant un peu dans le vif du sujet, quel était un peu son positionnement politique. Voilà. Il m'a peut-être un tout petit peu manqué ça, mais en dehors de ça, voilà, c'est une bonne biographie. Si vous voulez découvrir le personnage de Simone Veil au-delà de son autobiographie, qui est déjà très bien, c'est une bonne biographie, donc Simone Veil par Lorraine Vernet aux éditions, c'était chez Perrin. Voilà, je n'ai pas noté là toutes les éditions, mais Lorraine Vernet, Simone Veil, c'est chez Perrin. 8e position dans ce classement, c'est Écrire sa vie de Marianne Chaillan, que j'ai reçue. Vous vous souvenez, je l'ai mise, cette vidéo, que j'ai reçue sur le podcast également. Excellent, voilà, très très bien. Un ouvrage philosophique sur le destin. Qu'est-ce que le destin? Qu'est-ce que la liberté? Est-ce qu'on écrit notre vie? Est-ce qu'on en est de simples acteurs, de simples spectateurs? Elle fait une sorte de regroupement, de rétrospective sur que disent les grands philosophes, que disent les grands mouvements philosophiques sur le destin, la liberté, la fatalité. Et puis ensuite, elle donne un peu sa recette idéale du destin. Comment faire pour écrire sa vie? Ça, c'est à la toute fin. Et elle a toujours cette même méthode, cette même méthodologie. Marianne Chaillan, qui est très intéressante, elle l'avait fait sur le bonheur également. Vous vous souvenez de cet ouvrage sur le bonheur dont je vous avais déjà parlé? Eh bien, partir de, voilà, que disent en gros les grands philosophes, se rapprocher petit à petit, mêler des éléments de culture, littérature, cinéma, séries télé, mêler également des éléments de sa vie personnelle, de son métier, elle est enseignante de philosophie, pour petit à petit donner sa propre recette donc de la liberté, comment faire. 8e position, excellent ouvrage. 7e, on arrive au numéro 7. Et là, c'est un ouvrage que je n'ai pas chroniqué en 2024, mais je l'avais lu entre la fin 2023 et début 2024. C'est Chronique des territoires de David Chanteran aux éditions Passé Composé. Très très bon, là, c'est comment, en somme, l'histoire de France s'est aussi faite en dehors de Paris. En somme, David Chanteran est un grand passionné d'histoire, notamment un grand passionné d'histoire napoléonienne, un grand spécialiste, mais c'est aussi un passionné de cinéma, des régions de France, de la littérature. Et en fait, il va explorer comme ça différentes régions de France, différentes grandes villes, de Bordeaux à Lille, Strasbourg, Marseille, la Bretagne, et voir comment les villes aussi, ces régions, ont également participé à l'édification de l'histoire de France. Et comment elles sont également, elles, marquées aujourd'hui par ces événements liés à l'histoire de France. C'est très intéressant, c'est très bien écrit. David Chanteran a cette qualité rare chez les historiens, même si après on va également parler d'un historien qui a également cette qualité, de rendre l'histoire vraiment attrayante, passionnante, et presque chez lui, on a presque l'impression d'être au cinéma. Je me souviens sur son ouvrage également sur les 12 morts de Napoléon, les 12 fois où Napoléon avait failli mourir, et raconter ainsi sa vie par les 12 fois où il avait échappé à la mort. C'était très intéressant, et là, il nous fait un peu pareil avec Chronique donc, des territoires de David Chanteran. On est aux éditions, je l'ai dit, Passé Composé, donc numéro 7. On arrive au numéro 6. Numéro 6, excellent ouvrage, Isaac Asimov. Et oui, Isaac Asimov, étonnant peut-être de le retrouver dans cette catégorie, c'est les Belles Lettres qui ont réédité son essai sur la République romaine. Et d'ailleurs, il faut absolument que je lise la suite sur l'Empire, c'est très très bien. Alors, les grands historiens vont peut-être lui reprocher parfois certaines caricatures, certains raccourcis, mais c'est très bien synthétisé, c'est très bien expliqué. En vraiment 400 pages, il arrive à nous faire une synthèse de toute l'histoire de la République romaine, depuis la naissance de Rome, depuis les origines, depuis les mythes fondateurs, jusqu'à la fin de la République, la prise du pouvoir par Octave, Auguste, qui fait de la République un empire. Et qui explique très bien d'ailleurs que César n'était pas empereur et qui revient sur la spécificité du statut de Jules César. C'est très très bien, c'est court, c'est limpide, c'est clair, c'est tout ce qu'on aime chez Isaac Asimov. Je le dis souvent, parfois les choses simples sont les plus difficiles à réaliser. Et lui, on dirait que c'est facile comme ça ce qu'il fait, mais en fait c'est très compliqué. Il faut être d'une intelligence extraordinaire, mais là on parle que de personnalité intelligente dans ce classement, mais extraordinaire pour faire ainsi quelque chose d'aussi simple sur la République romaine avec autant de matériel. Et franchement, Isaac Asimov le fait parfaitement. Donc on était au numéro 6. On va arriver maintenant à les 5 premiers. Les 5 premiers, mes 5 essais préférés lus en 2024.
Et le cinquième, c'est, attendez que je retrouve mes notes, Les Barons du Gaullisme de Pierre Mananti, voilà, édité aux je crois que c'était chez Passé Composé. Il me semble aussi, il est là-bas. Oui, il me semble qu'il était passé chez Passé Composé, après avoir fait ses 2 premiers ouvrages chez Perrin, il est passé chez Passé Composé, et d'ailleurs, son prochain ouvrage arrive très bientôt, là, sur Charles Pasqua, une biographie de Charles Pasqua. Je pense qu'il y a de quoi dire. Ben, les Barons du Gaullisme, c'est tout simplement les grandes personnalités politiques qui ont entouré le général de Gaulle à un moment de sa vie et qui ensuite ont pesé sur le mouvement gaulliste. Et ont vraiment pesé. Et c'est très intéressant, il fait un portrait comme ça de chacun. Il fait également un portrait de ceux qui auraient pu faire partie de ces 6 barons, je crois qu'il y en a 6, si je me souviens bien, parce que j'ai lu quand même il y a presque un an, de ces 6 barons. Et en fait, c'est pas des portraits croisés, c'est vraiment des portraits comme ça personnels, chacun son tour, avec parfois les mêmes faits qui sont évoqués, mais vous voyez, en abordant une personnalité l'une après l'autre, en fait, les faits ne sont pas abordés et vus de la même manière. C'est très intéressant. Et là, on a la même qualité que chez Da Vinci Tron, c'est ce que je disais tout à l'heure, de rendre l'histoire attrayante par ce côté presque un peu cinématographique. Et Pierre Mananti, je le sais, est un grand passionné de littérature de l'imaginaire, de la science-fiction aussi, et ça se voit également lorsqu'il parle d'histoire. C'est très intéressant et je suis ravi qu'il fasse partie comme ça des 5 essais que j'ai préférés en 2024. Quatrième, c'est un auteur, alors je crois qu'ils sont quasiment tous venus sur le podcast, sauf évidemment, vous en doutez, Isaac Asimov, qui est évidemment pas venu, mais sinon tous les autres je les ai interrogés, donc vous pouvez aller encore plus loin dans la découverte de ces ouvrages en allant écouter mon podcast, sauf le 4e là, qui n'était pas sur mon podcast, mais qui était sur le podcast historique de Hassan Moubarak. Vous savez, quoi de neuf en histoire, dont je vous ai déjà parlé à l'époque où je vous parlais de Notre-Dame de Paris. J'ai assisté et j'ai été interviewé aux côtés de Hassan plusieurs historiens ou historiennes, dont Yves Léonard, pour la biographie de Salazar, le dictateur portugais, qu'il a publié l'année dernière aux éditions Perrin, je crois. Peut-être que j'ai une bêtise, donc je préfère pas m'avancer sur l'éditeur là pour le coup, mais je vous mettrai de toute façon à chaque fois toutes les photos des ouvrages, donc vous aurez les références. Et je l'avais même interviewé à la radio. On avait fait ça à Paris, au côté de Hassan. C'était passionnant, c'était génial comme première expérience d'interview comme ça, à la radio. C'est une biographie de Salazar, personnage que moi personnellement je ne connaissais pas du tout. Alors, je savais qu'il était un des dictateurs du XXe siècle européen, qu'il a survécu, entre guillemets, hein, à la Seconde Guerre mondiale, comme Franco. L'ouvrage nous explique comment, pourquoi, et l'ouvrage aussi nous revient sur cette personnalité très complexe qu'est celle de Salazar, et notamment toute sa jeunesse. Un personnage brillant, très intellectuel, mais assez introverti, pas du tout extraverti comme peuvent l'être par exemple d'autres personnalités, d'autres dictateurs de ce XXe siècle, et un personnage qui, a priori, je prends avec toutes mes pincettes, mais a priori, en tout cas toute la première partie de sa vie, avant de faire ce qu'il aura fait ensuite au pouvoir, apparaît presque comme sympathique, comme attachant, on pourrait presque dire, mais c'est un personnage plutôt attachant qui, de sa campagne, de sa ruralité, petit à petit va gravir les échelons et va arriver à l'université, va faire de la politique, quelqu'un de très taiseux, passionné de littérature. Et puis après, bon, se passera ce qui se passera, et il revient aussi, mais je trouve que ce qui est intéressant vraiment dans cette biographie, c'est toute la partie jeunesse de Salazar. Donc numéro 4 de mon classement, on arrive aux 3 premiers. Voilà. Il en reste 3. Ah, celui-là non plus, je ne l'ai pas interrogé, c'est Julien Pelletier, qui a sorti chez Perrin une formidable histoire des samouraïs. Ça s'appelle Une autre histoire des samouraïs. C'est exceptionnel. Il revient sur qu'est-ce que sont les samouraïs, quel a été le rôle, leur importance dans l'histoire du Japon. Également dans la pop culture, les mangas, le cinéma, la littérature. Il revient sur plusieurs apparitions des samouraïs, sur le fait qu'on a une image des samouraïs un peu falsifiée due un peu à une sorte de propagande qu'il y a eu dans le XXe siècle au Japon. Mais voilà, il revient sur vraiment toute l'histoire des samouraïs depuis ses origines. C'est passionnant, c'est très complet. Vraiment, j'ai adoré ce livre. Je l'ai lu très rapidement, je l'ai adoré. Voilà. Et oui, ça fait partie peut-être des regrets. J'aurais peut-être dû et j'aurais peut-être voulu l'accueillir sur le podcast. Il n'est jamais trop tard, on pourrait peut-être en parler, parce que j'avais pris beaucoup de notes, mais il y a pas mal de sujets comme ça sur lesquels je voulais revenir à propos de cet ouvrage. Mais je crois qu'il a été interrogé par Hassan Moubarak, justement, dont je vous parlais, dans Quoi de neuf en histoire. Donc peut-être que vous pouvez aller voir si ça vous intéresse et vérifier si oui ou non il l'a accueilli. Donc c'était le 3e. Vous voyez, on est sur le podium, là. Donc 3e place pour Une autre histoire des samouraïs de Julien Pelletier. On arrive au numéro 2. Numéro 2, c'est Jennifer Le Sieur, Rose Valland. Et Rose Valland, c'est un personnage fascinant.
jeune femme de province qui monte à Paris un peu avant la guerre, qui travaille dans un musée, passionnée d'art, qui s'en occupe très bien, et puis arrive la guerre, et son musée va être utilisé pour réquisitionner en somme, toutes les œuvres d'art que vont dérober les nazis. Et donc voilà, on est en plein dans cette histoire, et notamment, elle raconte de manière parfaite le moment où on a voulu sauver les grandes œuvres d'art en les mettant dans des rouleaux, en les faisant transporter à Chambord notamment, ou dans d'autres châteaux de la Loire. Il faut imaginer comme ça des grands chefs-d'œuvre comme La Liberté guidant le peuple ou d'autres. À un moment donné, il y a un accident, le tableau s'écroule et tombe comme ça sur le bas-côté. C'est assez épique comme narration. Et puis après, il va y avoir tout le travail de Rose Valland pour essayer de récupérer ses œuvres d'art après la guerre. Elle va être peu suivie, peu soutenue par tous. Et d'ailleurs, on en parle assez peu d'elle aujourd'hui, alors qu'elle a eu un rôle central, parce qu'à ce moment-là, le fait qu'elle comprenait l'allemand, qu'elle le parlait, sa discrétion également, va faire qu'elle va réussir à récupérer des informations capitales qui vont être très utiles après-guerre pour récupérer. Et même le film, je crois qu'il s'appelait Monuments Men, avec George Clooney, qui revient sur cette récupération des œuvres d'art après la guerre, où elle apparaît vraiment très rapidement, mais on ne lui donne pas du tout le rôle qu'elle a eu dans la réalité. Donc c'était très bien qu'il y ait un ouvrage comme ça, qui est un essai, qui est une sorte de biographie, mais biographie également un peu romancée, paraissent sur ce personnage central de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas sur le plan artistique et culturel. Et enfin, on arrive au numéro 1. Quel est l'essai que j'ai préféré en cette année 2024? Un essai incroyable, audacieux, plein de panache. Il fallait le faire, il fallait oser. Et l'historien dont je vais parler l'a osé, l'a réussi, et vraiment très très bien réussi. J'arrête le suspense, c'est Histoire économique de la France de Charles Serfati. Aux éditions Passé Composé, c'est juste phénoménal. Honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, il faut oser quand même faire une histoire économique de la France comme ça en un seul tome. Et en fait, c'est brillant, c'est passionnant. Il revient donc sur l'histoire en même temps, en mêlant des faits d'histoire de France. Il rappelle l'histoire de France et les rapports entre eux. Il essaie de dégager une sorte de conception économique de la France et en montrant qu'un coup, nous avons été plutôt protectionnistes, un coup plutôt libéraux. Il n'y a pas vraiment d'identité forcément économique de la France. Revenir sur l'importance de la classe paysanne, sur le premier concept de capitalisme déjà à l'époque des Gaulois, et comment les villes comme ça échangeaient entre elles. Puis ensuite le Moyen-Âge, comment à l'époque du Moyen-Âge, qui a peut-être une mauvaise réputation, mais il y avait déjà un véritable fonctionnement économique, l'arrivée de l'ère industrielle, etc. Mais bref, il revient vraiment sur toute l'histoire économique de la France. C'était audacieux, je disais, c'est plein de panache et il a vraiment bien réussi. J'ai adoré cette lecture. Je sais que mon épouse aussi, nous en avons parlé à l'époque parce qu'elle l'avait lu aussi, donc c'est vraiment presque un choix commun que cette première place décernée donc, à l'histoire économique de la France de Charles Serfati aux éditions Passé Composé. C'était des choix difficiles à faire, comme je le disais, à peu près une trentaine d'essais lus en 2024. Il a fallu en écarter, ensuite il a fallu faire un classement. C'est le jeu, je sais, en me lançant comme ça dans ce défi de faire un petit classement, forcément certains vont être déçus, certains vont être ravis. Mais déjà, d'être dans ces 10 premiers, c'est déjà extraordinaire. Extraordinaire parce que voilà, il y en avait beaucoup d'autres qui ont été écartés. J'ai passé une superbe année 2024 en termes d'essais. Je le disais peut-être un peu moins que d'habitude, mais en fait, quand je faisais les comptes, etc., je me dis, ah non, en fait, il y en a eu quand même pas mal. On verra pour l'année 2025. On se retrouve très vite pour la suite du bilan avec les livres qui m'ont le plus déçu. Ça va être dur à faire, cette vidéo. Mais certains m'ont dit que celle-là, ils l'attendaient déjà. Que c'était presque celle qu'ils préféraient. Je vous connais. Et puis ensuite, mes romans préférés lus en 2024. Et puis également une partie manga, sur laquelle je vais revenir, même si je sais que peu d'entre vous sont passionnés par le manga. Mais j'y tiens quand même à faire une petite partie manga. À très bientôt et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Lisez des livres et au revoir.